White Light à Cambridge. C'est des fabricants de... Ici, ils fabriquent des... Si on remarque, là, il y a quelques pièces, là. C'est tout ce qui est relié aux lumières, donc tout ce qui est unité d'éclairage, que ce soit intérieur ou extérieur. Toucan Technologies vient de faire un projet pour l'automatisation d'une partie du procédé de la ligne de peinture. Ce qui consiste au contrôle des stages, donc le pré-traitement des pièces avant la peinture, et puis l'acquisition de données sur certains éléments de la ligne de production, comme la vitesse, la quantité d'acier installé pour la peinture, accroché sur tout ça, c'est dans le but, dans le fond, d'être capable de mesurer en temps réel l'efficacité de la production de cette ligne de peinture-là. Donc ici, rapidement, là, ce qu'on voit, c'est tout l'aspect accrochage, où ce que les pièces sont accrochées. Je vais tourner tranquillement. Ici, ce qu'on a, c'est la sortie du four. Donc, c'est le début de l'accrochage. C'est le décrochage qu'on a ici. Et on a l'accrochage des pièces environ ici. Si on regarde rapidement, on fait un zoom sur les crochets. On regarde ici, ça c'est ce qu'on appelle le hook. Puis on regarde la tige qui descend, c'est le support. Il y a différents supports sur ce type de ligne-là. Ça, c'en est un. On va sûrement en avoir d'autres tantôt en avançant sur la ligne de production. Donc, nous, on avance. Donc, les pièces sont accrochées ici, sur les différents types de crochets. Il arrive à l'occasion qu'il y a des crochets qui ne sont pas utilisés. Comme je montrais tantôt, il y a des hooks. Là, si on voit, il y a des pièces, des supports d'accrocher sur chacun des hooks. Donc, ce qui veut dire que la ligne, si tout est... si tous les supports sont remplis lors de la peinture, lors de l'accrochage, ce qui indique que la ligne a une meilleure efficacité au niveau du remplissage. Ça, c'est toutes des données qu'on va chercher, nous autres, dans le système, qu'on amène sur l'interface opérateur et puis qu'on met dans des bases de données. Actuellement, c'est une base de données Access, par accès avec SQL. Donc, si on regarde ici, notre premier élément, on voit un panneau de contrôle de côté. Puis on voit une unité ici avec un moteur qui est l'entraînement de la ligne. Si on continue à faire le tour, bon, on voit l'armoire ici. Cette armoire-là, elle, c'est l'armoire qui nous permet de communiquer l'information de vitesse de la ligne au CPU, qui est en passant un PLC Home Run CS1. On va juste aller voir en dessous du moteur comment on a fait notre installation. Si on voit la petite lumière d'allumée, là, c'est une proximité qui va lire la petite tige qui sort du moteur. Elle tourne puis donc elle nous donne un signal. Donc ce qu'on a ici, c'est toutes les fois que le moteur fait un tour, on a un pulse qui rentre sur une carte de haute vitesse qui est dans le boîtier qu'on a montré tantôt. Ici. On va venir faire un tour tantôt pour voir ce qu'il y a dans le panneau. Donc si on continue, ici on voit qu'il y a des pièces d'accrocher sur la ligne. Puis on remarque aussi tout de suite que c'est des crochets différents. Ils sont plus gros, sont plus larges. On voit les genres de pièces. Ça, c'est des pièces qui s'en vont dans le pré-traitement, qui n'ont pas été peinturées encore, qui viennent d'être accrochées. On arrive à notre fameux rideau optique, qui est ici. On voit un panneau là, qui est un des panneaux qui permet d'aller chercher les sensors du rideau optique. On a 16 sensors qui permettent de lire, de balayer les produits quand ils passent pour nous informer du remplissage de la ligne. Ici, on a une armoire, qui est la Junction Box 01, dans laquelle on retrouve tout ce qui est les modules qui nous permettent de communiquer au PLC. Les informations. C'est fini. Les informations relativement au
sensors. Si on regarde le rideau optique, nos 16 sensors, il y a émetteur et récepteur. La façon qu'on fonctionne, c'est un émetteur, un récepteur, un émetteur, un récepteur en descendant. Et inversement de l'autre côté. Pour éviter qu'il y ait de la réflexion, pour s'assurer qu'un sensor détecte bien la lumière de son sensor à lui, de l'autre côté. On regarde aussi en haut, on a de l'installation pour, bon, on voit un premier capteur en haut qui nous permet qui nous dit s'il y a des hooks d'accrocher. Le hook, c'est cette pièce-là, celle-ci. Et sur ce capteur-là ici, ça nous dit s'il y a un crochet qui est accroché sur le hook. Ça nous permet de dire bon, ben, combien il y a de crochets d'accrocher sur les hooks. On en a parlé tantôt. On reviendra plus tard à ce sujet-là. Donc on voit ici encore des pièces encore plus grosses qui sont accrochées là. On va sortir un petit peu pour les voir. C'est une des pièces. On regarde aussi, bon, il y a différents types de pièces. On va en voir d'autres qui sont là. Qui sont accrochées là. On en voit aussi ici. Ça, c'est à la sortie des différents. On voit là, si on regarde là rapidement, c'est ce qu'on voit, c'est écrit sortie. Donc, c'est des pièces de lumière pour les sorties. On continue. Là, ce qu'on voit ici, c'est l'entrée du pré-traitement. Donc, le stage numéro 1. On va avancer tranquillement. Ce qu'on a ici, donc, le stage numéro 1. On voit une armoire ici. C'est une armoire qui est reliée à notre système, qui nous permet d'aller chercher l'information, différentes informations. Donc, c'est un panneau de coordination qui nous permet d'aller chercher de l'information dans le chauffage dans les différents stages. Si on regarde ici, on voit 2 contrôleurs Honeywell. Un pour le stage 1 et un pour le stage 3. Ce que ça fait, c'est que ça contrôle la température du produit qui est envoyé pour le nettoyage. On continue. Bon, ici, on a le stage 1. Sur ce stage-là, on contrôle le pH. On a 5 stages au total. Si on regarde actuellement, on voit 3,4 de pH. On voit en même temps la température du produit qu'on lit. Donc, dans ça, on a un module DeviceNet qui nous donne la mesure de courant, qui nous donne la valeur en pH, parce que la sonde de pH va être ici. Cette sonde de pH-là est raccordée sur le panneau qui est ici. Donc, dans le fond, c'est le contrôleur qui est là. Puis ce contrôleur-là, lui, nous donne une sortie 420 milli qui est sur une entrée DeviceNet reliée à notre PLC. On regarde ici la façon que c'est monté. La sonde n'est pas directement dans le bassin, elle est sur un tube. La raison est la suivante, c'est que l'eau, le produit dans les bacs ici, il est trop chaud. Donc, pour avoir une mesure de température, de pH, c'est-à-dire qui va être bonne, on passe par un système de refroidissement qui est là. C'est le genre de tube qui est ici, là. Ça, on voit l'extrémité. C'est une unité de refroidissement. Donc, on a ça pour les 2 stages 1 et 3. On a vu qu'il y avait un contrôleur de Honeywell qui contrôle la température tantôt sur le panneau de Ferguson. Donc, on va passer au prochain stage. On a dit le stage 1, c'était le contrôle de pH. Le stage numéro 2, qu'on retrouve ici, c'est aussi un bassin dans lequel on n'a pas de contrôle, mais on a une unité qui permet de mesurer la conductivité. C'est toujours le même principe. On a une unité de mesure qui, elle, est reliée à un capteur qui est dans le bassin ici. On va le sortir si on est capable. Pour montrer qu'est-ce que ça a de l'air. Si on voit ici, c'est une petite tige. C'est un capteur assez différent du capteur de pH. C'est pour le... On va essayer de voir l'extrémité, comment c'est fait. Si on le voit ici, c'est 2 électrodes qu'il y a dans ça qui nous donnent la conductivité du produit. On va revenir tantôt. Donc, ici, c'est le stage numéro 3 qu'on peut voir sur le panneau. C'est stage 2. J'étais un petit peu trop vite. Le stage 2. Donc, on a la conductivité au stage 2. On va continuer. Le stage numéro 3. Là, on est rendu au stage numéro 3. On contrôle du pH ici. Toujours par le même principe que le stage 1. Dans ce cas-ci, avec une sonde de pH qui est reliée sur l'unité de mesure, qui elle est reliée sur une unité de mesure de DeviceNet, une carte d'entrée analogique 420 mA.
Après, on voit les bassins. On va peut-être en ouvrir un. On va ouvrir celui-là, ça va être plus facile. On va ouvrir celui-là en premier, ça a l'air. C'est un produit, bon, il y a de l'eau là-dedans. C'est un produit, un mélange d'eau et d'autres choses là, qui permet de faire le ménage, le nettoyage des équipements. On va continuer. On a un stage ici qui est le numéro 4. Qui ici, c'est la conductivité. On voit le sensor qui est entré là. Donc, c'est la conductivité qu'on mesure ici aussi. On va continuer avec le stage numéro 5. Le stage numéro 5 est un petit peu particulier. Ici, on se permet de lire la conductivité et le pH en même temps. Sauf qu'on contrôle seulement que le pH. Donc, on voit qu'il y a deux unités de mesure. Une pour la conductivité qui est inactive actuellement, puis un pour le pH. Puis si on regarde, on a notre sonde de conductivité qui est placée là, qui est la même chose que le stage numéro 3. Non, ça c'est la sonde de pH qu'on a ici. C'est vrai parce qu'ici, étant donné qu'on ne chauffe pas le produit, comme le stage 1 et le stage 3, la sonde est directement placée dans le bassin. On va ouvrir le bassin. On va être capable de l'ouvrir ici, qu'est-ce que ça a de l'air. Oh, on voit que c'est de couleur opaque blanche. On voit qu'il y a un produit qui est injecté dans ça quand on contrôle le pH. Ce produit-là, il arrive par le petit tube qui est là. Donc, à chaque endroit où on contrôle le pH, il y a un petit tube qui arrive dans lequel le produit arrive pour injecter la substance ou le produit qui permet de baisser le pH. Nous, ce qu'on contrôle, c'est une baisse de pH et non une montée de pH. Parce que normalement, le pH est toujours trop élevé. Donc, nous, on contrôle le pH pour le réduire. On arrive maintenant à la section des pompes. Si on regarde ici, on a nos différentes pompes avec les différents bassins qui comportent les différents produits. Si on en regarde un, par exemple, on regarde ici, on a le Rinse Seal 7. On a le Fostex JSF et ainsi de suite. Ça, c'est les produits, dépendamment du bassin qu'on contrôle, c'est le produit qu'on envoie. Ici, si on regarde, ça, c'est des pompes, des metering pumps qu'on appelle. C'est ces pompes-là qui permettent de contrôler le pH, d'envoyer le produit pour permettre de contrôler le pH. Si on regarde le fil, il y a deux fils qui arrivent à chacune des pompes. Il y a un fil orange et un fil noir. Le fil noir, c'est l'alimentation, donc le 120 volts. Et puis le fil orange, c'est le fil de contrôle qui est relié à notre panneau qu'on va voir ici, qui est là. Ce panneau-là, donc, qui permet d'activer chacune des pompes, comme au besoin, par impulsion. Donc, c'est ça, par impulsion, ce qui veut dire, c'est qu'on envoie une impulsion pour obtenir un envoi de produit, donc une impulsion de produit de la pompe, qui est envoyée par la pompe ici en arrière. Si on regarde plus en détail, on va s'approcher des pompes. Ici en arrière, c'est la pompe. Ça, c'est le système de contrôle. On voit les branchements. Comment c'est fait. Fait que ça, c'est le fil orange qu'on parlait tantôt qui est là. Qui s'en va dans notre panneau. Si on regarde ici, on va revenir un petit peu. Ça, c'est la sortie des différents stages. C'est le dernier stage. Donc, c'est ça. Donc, on a notre panneau ici qui contrôle nos pompes. Si on voit, là, on a une lumière blanche en haut qui nous indique qu'il y a du power, une lumière rouge qui nous indique qu'il y a une faute. Et puis, les lumières jaunes, eux autres, ça nous indique que quand ils sont allumés, c'est qu'il y a une impulsion qui est envoyée à la pompe pour injecter du produit. Le bouton bleu qui est là, ça permet de tester la pompe. Donc, si on pèse sur le bouton, puis on est en mode remote, ça va faire une injection de produit. Donc, juste un pulse d'injection. Ça prend plusieurs injections pour venir à bout de baisser le pH. Donc, on va revenir sur nos pas quelque peu. On va aller chercher notre panneau de mesure de température sur le four. Donc ici, dans ce panneau-là, on a 5 zones de mesure pour le four. Ici, on a l'entrée du four. C'est quand même assez noir.
Et puis on a la sortie du four, ce qu'on était tantôt. On était de l'autre côté, puis on voyait les pièces sortir. Donc on revient ici à l'embarquement des pièces. Donc à l'accrochage plutôt. On va... Ici, ce qu'on voit sur le procédé, il y a les unités de peinture. C'est de la peinture en poudre qui est envoyée. Donc, si on va regarder ici, on arrive à notre système d'interface opérateur. Si on voit, c'est semblable à ce qui est installé à Cornwall. On voit notre interface ici, le clavier, l'arrêt d'urgence. On voit celui qui vous filme actuellement. Donc ici, différentes pages d'interface, le main page, donc la ligne de production. On va aller dans les stages. Là, ce qu'on voit, c'est une page qui nous donne toutes les mesures prises au niveau des stages. Donc on a, si on va zoomer, on a le pH dans le haut, la conductivité au centre, puis la température dans le bas. On a différents paramètres. Là, on peut ajuster nos set points. On a des limites minimum maximum pour les alarmes. Et puis, on a la mesure actuelle. Puis, la mesure actuelle qu'on retrouve là-dessus, c'est la même mesure qu'on a vue sur les contrôleurs tantôt qui étaient sur chacun des stages. Si on se promène un petit peu, on a des graphiques aussi, donc des courbes qui nous permettent d'avoir en temps réel le comportement de la ligne, le comportement des différents stages. On peut aller au niveau du four, c'est la même chose, on a des graphiques avec les températures actuelles du four pour chacune des zones. Si on regarde en haut, il y a des boutons pour actionner chacune des zones. Donc, on ne passera pas en revue toutes les pages, mais on va aller dans une des pages qui peut être intéressante, qui est la page pour le surfacing. Si on regarde ici. Donc, on a les différentes sections. Le spacing, le speed et le surfacing. Donc, on a une page alarme aussi, si on y va rapidement. Les alarmes qui sont actives actuellement. Si je fais un arrêt d'urgence avec le bouton qui est là, on va la voir apparaître. Tiens, on vient de la voir apparaître. C'est celle qui est en haut complètement. Emergency Stop on Interface. Tout ce qui est ici est fait en anglais aussi. Là, étant donné qu'on est à Cambridge, même à Cornwall aussi, le client demandait la même chose. On va aller désactiver l'alarme qui est là, parce que bon, quand l'alarme est allumée, rouge qui est allumée, donc ce qui nous empêche d'opérer le système. On va juste acknowledger avec le bouton qui est là. Pouf, on vient d'acknowledger, l'alarme a disparu, et puis la lumière rouge est éteinte. Si on regarde aussi dans le procédé, c'est que, étant donné qu'on a voulu indiquer aux différents opérateurs de la ligne qui avaient des fautes sur l'interface sans être obligés de venir se présenter devant l'interface. Donc, on a ajouté une lumière qui est une lumière jaune qui, lorsqu'elle flash, indique qu'il y a une alarme active actuellement présente dans la page d'interface du système. Donc, c'est des bonnes références. Si on revient aux lumières aussi, on a une lumière verte. Cette lumière verte-là nous indique que le système est en mode... que les pompes fonctionnent. La lumière peut être verte toute allumée, donc sans clignoter, qui nous indique que tous les stages sont en mode automatique. Donc en mode remote plutôt, donc en mode automatique. Et puis si il y en a une qui flash, ça nous indique qu'il y en a au moins une qui est en mode local. Donc au moins une des pompes qui est en mode local. Puis pour savoir laquelle, on a juste à aller dans les différentes pages. Je vais juste aller me loguer. Notre page de login. On va rentrer le mot de passe. C'est un mot de passe que vous ne saurez pas. Hein? Fait que là, on vient de rentrer, donc on voit qu'il y a des boutons qui ont apparu supplémentaires. Là. C'est parce qu'on est dans on a les droits d'accès les plus élevés, bien entendu. Si on va dans le contrôle, donc ici on a ce qu'il faut pour contrôler nos différents niveaux d'alarme. On a 7 points de pH. En haut ici, on nous dit pH Alarm and Set Point. Ici, conductivité. Donc, on est dans le stage. On va aller voir les boutons. Stage 1, il n'y a pas de conductivité. Et puis, ça, c'est les températures d'alarme. Donc, ce qui nous vient de Ferguson, le panneau de Ferguson. On peut patauger dans les différentes pages comme ça.
Si on regarde, on a vu tantôt que le stage 5 avait la conductivité et du pH. C'est ce qu'on voit ici. Donc, c'est cela. Display. Bon, ben, on a fait le tour tranquillement. On va juste passer devant le panneau de PLC. Et ensuite de ça, on va ouvrir les panneaux pour les visionner. Donc là, on a le panneau de PLC qu'on voit pas très bien là, parce que je suis trop proche. Ici, ce qu'on a, c'est on revient à notre panneau des pompes qu'on avait. Donc ici, là, c'est l'intérieur du panneau. Si on regarde l'intérieur de la porte, bon, ben, c'est la vue des boutons et des lumières, hein, vue d'en arrière. Hein. Pas pire comme look. Si on se rapproche, on a parlé depuis le début des modules de communication DeviceNet. Donc, si on regarde les modules Muller, on a ici. Ici, on a un module, bon, on a la tête de communication. On voit que toutes les lumières sont vertes, donc il n'y a pas d'erreur. Ensuite de ça, on a la tête de communication. Ensuite de ça, on a un power supply. Ensuite de ça, on a tout ce qui est gris, qui est écrit en gris en dessous de Muller. C'est des modules d'entrée, 24 volts. Et puis, ce qui est en rouge, c'est le module de sortie. Donc, et à côté, bon, on a nos fusibles, notre protection, notre disconnect switch. Et puis, notre différentes structures qu'on retrouve, qui est d'ailleurs une structure assez standard chez Toucan Technologies, avec l'identification de chacun des têtes de bornier. On voit les TB1, TB2 et TB3. On voit aussi bon, certaines logiques à relais. C'est même pas de la logique à relais, c'est plutôt des relais d'interposition pour permettre de contrôler les pompes parce que bon, dans ce cas-ci, nos modules de sortie, c'était des modules 24 volts. Et puis, les besoins des pompes, c'était des signaux, des contacts secs, tout simplement avec 5 volts. Donc, on a mis des relais d'interposition, tout simplement, pour nous permettre de faire notre contrôle. Si on regarde aussi au niveau de l'identification des fils, on va se rapprocher le plus. On voit ici, c'est très clair, donc des stickers ou des collants blancs avec écriture noire. C'est l'écriture qui ne s'efface pas non plus, donc c'est assez bien. Donc, c'est ce qu'il y en est pour le panneau des pompes. On revient à notre panneau du stage numéro 5. Si on revient sur la porte d'en avant, on avait le contrôleur de pH et de conductivité. On va regarder à l'intérieur. On a en haut le contrôleur de pH, en bas le contrôleur de conductivité. À l'intérieur, bien entendu, notre unité de mesure. Si on regarde nos blocs de communication, toujours dans les Muller, on a la tête, ici on a le power supply, puis là on a deux unités de mesure analogiques. Une qui sert à mesurer le pH, puis l'autre qui prend la mesure de la conductivité. Si on regarde la structure au niveau des borniers, on a toujours notre identification, ça n'a pas changé. On regarde aussi au niveau des borniers, les borniers bleus, qui est tout ce qui est notre réseau DeviceNet, ici dans le cadre de ce projet-là. Si on regarde aussi au niveau des détails, au niveau de l'identification, on retrouve ici l'adresse du module sur la nameplate. Donc, si éventuellement il y a des gens qui décident d'enlever ou de changer l'adresse sur le module, ils vont être capables de la réinitialiser avec ce qu'on a ici, directement sur la backplate. Donc, c'était notre panneau de stage 5, qui est semblable à tous les autres stages, cela qui inclut la conductivité et le pH. Si on arrive dans le panneau de PLC, on va s'attarder à l'intérieur. Bon, comme je l'ai dit tantôt, on avait le PLC qu'on utilise pour contrôler. Le système ici, c'est un CS1 de Home Run. Avec trouve le CS1, donc le Power Supply, le CPU, une carte Ethernet. Donc la communication sur le PLC, c'est toujours par Ethernet. Ça devient un standard. On regarde là, qu'il y a la communication qui se fait actuellement. On voit les petites lumières flashées, là, Send and Receive. Puis à côté, ce qui est écrit 63 avec la backplate dans le fond, 63, c'est l'adresse DeviceNet du module du scanner DeviceNet, le master ici. Si on regarde au niveau des borniers, c'est le même principe toujours, avec nos entêtes de borniers, donc identification des terminal blocs, toujours la protection, nos borniers bleus dans le bas, la communication. Dans le haut, on a le même principe toujours. Donc ici, on a toutes nos unités Power Supply 24 volts DC qui alimentent notre carte DeviceNet. On a un Power Supply qui sert à alimenter les I/O dans le champ. Puis on a un autre Power Supply qui s'occupe d'alimenter les I/O internes ici. Donc, on remarque aussi qu'on a toujours dans nos panneaux une utilité qui permet de brancher le laptop. C'est assez pratique en temps de déverminage. Et puis, on peut se permettre de se brancher sur le périphérique ici ou par le lien Ethernet sur une switch Ethernet
qui est linké sur le réseau Ethernet de l'usine en entier. Il est même visible à partir, ici on est à Cornwall, à Cambridge, donc à partir du bureau de Montréal, on peut se permettre de venir programmer notre PLC assis à Montréal, alors que le CPU se trouve à Cambridge. Merveilleux, n'est-ce pas? Donc, c'était notre panneau PLC. Ce qu'on a, c'est un panneau très simple dans lequel on a notre interface opérateur qui n'a pas beaucoup de choses à connecter dessus. Hein. C'est assez simple. C'est un lien Ethernet qui est branché sur une switch 10 à 100 mégabits, 3Com dans ce cas-là, qui, elle, est branchée sur le réseau Ethernet de l'usine, sur lequel est branché d'ailleurs notre PLC. Donc, comme tout réseau Ethernet, tout ce qui est branché dessus, le passe-temps, c'est visible d'à peu près n'importe quel équipement. Donc, ce qui est assez pratique. C'est qui nous permet d'ailleurs de le programmer à partir de Montréal. Donc, si on regarde encore toujours dans le même cas, au niveau de nos borniers et puis nos identifications. Donc, c'est notre panneau d'interface opérateur. On va juste passer par en avant pour en même temps voir ce que je vous ai montré tantôt en termes d'interface. C'était pour vous prouver que j'étais en arrière du bon panneau. Bon, tantôt, on vous a parlé du four. Donc, on avait 5 zones de température mesurées. Bon, ben ici, ce qu'on a, il y a un équipement sur lequel on a les modules de ViceNet. Si on regarde, c'est toujours la même structure qu'on avait tantôt, sauf que dans ce cas-ci, on a une carte, bon, encore là, une carte 4 à 20 milli pour lecture en entrée, et puis une carte de sortie. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ce système-là comme scanner. Donc, on va pointer la zone qu'on veut lire, sur laquelle, bon, c'est 5 zones qu'on retrouve sur le four, et puis on pointe la zone qu'on veut. Donc, on connecte le boîtier qui contient un convertisseur thermocouple type J à 4 à 20 milli sur l'entrée analogique qui est ici. On la lit, et ainsi de suite. On part de la zone 1, 2, 3, 4 et 5. Et ici, comme un scanner, on scanne chacune des zones une après l'autre. Et on prend la mesure que ça donne en termes de température. Et toutes ces températures-là se retrouvent dans l'interface opérateur que je vous ai montré auparavant. Et puis si on zoome toujours, bien, on a notre adresse de ViceNet encore, donc qui est toujours très pratique. Ce qui est le standard. Donc c'était notre panneau d'interface pour les mesures de température du four. Ici, nous avons notre panneau d'interface qui permet de chercher. Bon, on va juste vous montrer les capteurs là, qui agissent comme rideau optique pour la mesure que je vous ai dit tantôt. On ne reviendra pas là-dessus, mais bon. Ici, donc, on a nos cartes, c'est 2 cartes d'entrée digitales sur lesquelles sont reliés tous nos capteurs. Et puis bon, c'est assez simple, c'est toujours la même structure avec au niveau de nos borniers. Donc on retrouve ici nos 16 capteurs qui agissent comme rideau optique, et puis les 2 capteurs que je vous ai montrés tantôt qui eux agissent comme pour mesure, bon, savoir s'il y a un hook et s'il y a un crochet d'accrocher après le hook. Et donc c'est toujours du device net qu'on a mis là-dedans. C'est le même principe. Puis si on regarde l'installation, comme je l'ai montré rapidement tantôt, c'est une installation assez propre, très propre. Ça a été fait pour que ce soit clean. Donc, on va passer maintenant au panneau. Un autre panneau qui est la configuration, la coordination avec Ferguson. À Ferguson, je voulais vous montrer l'intérieur au niveau de l'installation. Ce qu'on a fait ici, on a utilisé un passe-fil, donc un channel pour passer des fils. On a installé nos capteurs à l'intérieur, ce qui nous donne le look actuel. C'est assez intéressant. Et puis, on regarde, les capteurs ont été offsetés. C'était dans le but éventuellement d'installer d'autres capteurs si on en a besoin. Donc, aller dans le panneau de Ferguson, notre panneau de coordination Ferguson. Si je peux me rendre sans me tuer. Ici, bon, toujours la même structure, très très simple d'ailleurs. Hein? Ce qu'on regarde, bon, ce qu'on a ici, là, on a une carte d'entrée analogique. On a 2 cartes d'entrée analogique d'ailleurs, puis une carte d'entrée digitale. Sur ces 2 cartes-là, ce qu'on retrouve, comme j'ai mentionné tantôt, les sorties analogiques des 2 contrôleurs de température pour le stage 1 et le stage 3, qu'on retrouve ici pour amener l'information à notre CPU. Et puis ici, sur carte d'entrée, on a un fil de branché seulement qui nous donne l'état d'opération de la ligne de production. Donc, par ce drive-là ici, qui est une drive E-Tech, si je ne me trompe pas, qui est comme
une carte Ace AC-Tech, une drive AC-Tech qui est la copie conforme des drives Square D. On a un contact qui a été programmé là-dessus pour nous donner l'état d'opération de la ligne de production. Ce qu'on a ici, c'est une autre des pièces pour notre rideau optique, qui est bon, ce boîtier-là, cette boîte de jonction-là, nous permet de prendre nos capteurs de ce côté-ci. Donc on va juste zoomer un petit peu rapidement, on va voir que ça a l'air. Terminal bloc 1. Donc on voit le filage qui est un petit peu pas trop, qui est moins clair que les autres. C'est dû au fait du type de bornier qu'on a utilisé. Mais je pense qu'en soi, c'est quand même assez bien, c'est tout identifié. Bon, ici on a on va monter dans l'échelle pour aller voir notre panneau qu'on nous a montré tantôt, qui est la prise de mesure de la vitesse. Ici on a un module différent qui est en jaune, qui est un High Speed Counter. On va me rapprocher pour le voir. Donc c'est ça. Donc on a toujours notre tête de communication avec notre power supply. Et puis notre structure toujours très claire au niveau des borniers. Assez simple. Puis je vous ai montré, on va juste monter par-dessus notre unité de moteur. Ici on a le moteur. Puis à l'extrémité, vu de dessus. So the number to rise up the numbers.